Donc, merci au crime de l'invitation et encore une fois, bon 30e anniversaire. D'ailleurs, 30 ans, ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Je parle d'un parcours à obstacles. Je pense que vous allez comprendre de quoi je parle une fois que j'aurai fait ma présentation. Parler rapidement de mon parcours. Une slide pour résumer, pas loin de 30 ans d'expérience, ça ne me rajeunit pas, hein, je dois dire. Donc, j'ai joint le crime en 86 suite à ma maîtrise à l'Université de Stanford en Californie. J'ai fait mon entrevue téléphonique avec le docteur Giguère à l'époque pour joindre l'équipe d'intelligence artificielle du crime. En 87, à l'invitation du professeur Renato Demori, qui est ici présent, on me demande de partir une équipe de reconnaissance vocale, ce qui tombait bien parce qu'à Stanford, j'avais fait un projet de fin d'études sur le domaine. Donc, j'ai sauté sur l'occasion parce que finalement, je n'étais pas très emballé par l'idée de faire de l'intelligence artificielle à l'époque qui était essentiellement faire des systèmes experts. Donc, on a démarré une équipe avec le professeur Demori de reconnaissance vocale au crime. Et en même temps, je me suis inscrit au doctorat à l'Université McGill et en 91, j'ai complété mon doctorat en génie électrique en reconnaissance vocale. En 96, ça a été le démarrage de Locus Dialogue, qui est un spin-off du crime qui a été fait avec la technologie qui avait été développée au crime à l'époque. En 2001, on a vendu Locus Dialogue à une compagnie américaine qui s'appelle InfoSpace. En 2002, j'ai démarré ma nouvelle entreprise qui s'appelle Nueco. Et en 2015, je suis encore chez Nueco. On a 35 employés et on fait des solutions de reconnaissance vocale et de centre de contact. Je vais décrire ça un petit peu plus en détail. D'abord, revenir sur l'équipe de reconnaissance vocale au crime. Quelques faits saillants, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'initiative du professeur Demori que ça a été démarré. Le professeur Demori était vice-président scientifique du crime à l'époque. Au départ, on travaillait essentiellement sur des petits vocabulaires et sur la détection de mots-clés. Entre autres, on a fait des travaux pour le Centre de sécurité des télécommunications. Ceux qui connaissent ça, ça s'appelle en anglais le CSE. C'est l'équivalent canadien du National Security Agency, le NSA. Donc, c'est le NSA canadien, ce qui nous a valu à quelques reprises des appels de journalistes pour nous demander ce qu'on faisait dans le domaine de l'espionnage des télécommunications au Canada. Donc, ça a été très amusant. Finalement, on n'a jamais vraiment travaillé sur des vrais projets top secret pour le CSI, mais on a bénéficié quand même de subventions de recherche qui ont été très intéressantes. En 91, on a une subvention pour passer à la nouvelle génération de technologie, qui était une technologie de reconnaissance grand vocabulaire, multilingue et de traitement de la langue naturelle. Donc, c'est ce qu'on voyait qui allait devenir vraiment la nouvelle technologie de reconnaissance vocale et qui permettrait réellement des applications à grande échelle de la technologie. Donc, c'est une subvention importante qui nous a permis de grossir beaucoup l'équipe. On a vraiment fait beaucoup d'innovations à ce moment-là. On a été présent dans les conférences scientifiques. On avait au-delà de 30 publications dans différents journaux et présentations et conférences technologiques. On a participé à beaucoup d'évaluations de nos technologies. Et on a acquis vraiment une réputation internationale sur la qualité de la technologie qu'on a développée. Je dois dire que c'est une équipe qui existe encore aujourd'hui au crime et qui a eu beaucoup d'innovations après que nous, on soit partis, entre autres, au niveau de la biométrie vocale. Donc, c'est vraiment une histoire qui se poursuit. Par contre, en 1994, on s'est rendu compte, on participait à des évaluations internationales qui impliquaient des organismes de recherche comme le MIT, Carnegie Mellon, BBN, SRI en Californie. Et il y avait déjà eu 2 entreprises qui avaient été fondées comme des spin-offs de ces organismes-là pour commercialiser cette technologie-là. Alors, on s'est dit, si on ne fait rien, si on ne trouve pas une entreprise à qui transférer cette technologie-là, on risque de perdre la fenêtre commerciale pour la technologie. On a cherché des entreprises dans la région de Montréal et au Québec qui seraient prêtes à recevoir ce genre de technologie-là. On n'a pas réussi. Donc, c'est là qu'on a commencé à la possibilité de faire un spin-off, donc démarrer une entreprise avec la technologie. Peut-être faire un petit... Il y a des gens dont c'est l'ADN, c'est des entrepreneurs nés, ils ont ça dans leur ADN, ils ont ça dans leur culture, dans leur famille ou quoi que ce soit. Ça ne m'était jamais vraiment passé par la tête de partir une entreprise avant qu'on se mette à penser à quoi faire avec cette technologie-là.
je suis vraiment pas un entrepreneur. Je n'avais jamais eu le goût d'être un entrepreneur. Mais on est arrivé à cette conclusion-là que c'était la seule façon de commercialiser la technologie, c'était de partir nous-mêmes l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce que j'y tenais tant que ça, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options. Par contre, ça tombait bien parce qu'à l'époque, on commençait à avoir des modèles dans le marché. Donc, pourquoi tout d'un coup, je me suis senti capable de faire ça? C'est qu'on avait des modèles. Il y avait eu Softimage pas tellement avant. Moi, un modèle qui était particulièrement cher à mon cœur, c'était celui de Discrete Logic, qui avait eu un succès phénoménal au niveau des logiciels d'animation en 2D. Il y avait eu aussi une présentation de Bernard Coupal de Innovatech qui disait à quel point c'était rendu facile au Québec de lever du financement. Pour les entrepreneurs, c'était vraiment facile. C'est un mensonge, hein? on a découvert un peu trop tard qu'il y avait des pièges là-dedans. Mais bon, une fois qu'on a découvert ça, c'était trop tard pour revenir en arrière. Donc, mais ça a quand même été un élément motivant pour dire oui, on est capable de faire, n'importe qui peut, donc moi, je peux sûrement. Bon, donc j'ai fait ça. Et il y a aussi effectivement le fait qu'il y avait Gilles Hurtaud, qui était quelqu'un qui venait de joindre l'équipe de reconnaissance vocale du crime un an avant et qui a donné un petit peu mon partenaire dans cette aventure-là. Puis ça, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui s'appuyer quand on n'est pas un entrepreneur né. Et il y avait une question de timing, hein. On était dans la bulle technologique. Il y avait de l'argent disponible dans le marché. La reconnaissance vocale, c'était sexy. On voyait tellement de beaux potentiels pour cette technologie-là que ce n'était pas très difficile de convaincre les investisseurs de mettre de l'argent là-dedans. C'est ce qu'on s'est rendu compte rapidement. L'autre problème, c'est que le crime n'avait jamais fait de spin-off. Et au départ, quand on a commencé à en parler, il n'était pas très ouvert à cette idée-là. Ça ne faisait juste pas partie du modèle du crime. Le modèle du crime était de développer des technologies et de les transférer à des partenaires industriels. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation-là, on s'en est sorti en engageant des consultants externes qui ont vendu à la direction du crime l'idée que nous, on avait eue, mais c'est toujours plus crédible quand ça vient de gens de l'externe. Donc on a engagé une firme qui s'appelait Sigertech avec Patrick Desmarais. Et finalement, la direction du crime a été acquise totalement à l'idée de faire ce spin-off-là. Et on a eu vraiment un support sans égal de Monique Lefebvre, qui était PDG à l'époque, de Hubert Manceau, et de Jacques Ouellette. Donc ça a été vraiment très, très important. On a même été hébergé dans un placard pendant un certain temps du crime. Donc ça, c'est le placard d'incubation de Locus à l'époque. On est resté là pendant une couple de mois jusqu'à ce qu'on se trouve des locaux ailleurs et c'était pas trop tôt. Locus Dialogue, donc la fondation en février 1996, la vision, c'était de faire de la parole l'interface principale en téléphonie. Donc, on ciblait vraiment les applications en téléphonie avec une technologie vocale de reconnaissance de grand vocabulaire multilingue. Un petit mot là-dessus, on était vraiment la première entreprise dans le monde qui avait une technologie qui était capable de reconnaître simultanément plus qu'une langue. Ce qui était assez important parce qu'une de nos premières applications qu'on visait faire, c'était un réceptionniste automatisé. Donc, un système, on appelle chez, je ne sais pas moi, chez Locus Dialogue, on en a parlé à Yves Normandin. Bien, si c'est un anglophone qui appelle, il va dire quelque chose comme Yves Normandin, et il fallait que ça fonctionne dans les deux langues. Et ça est resté une technologie unique pendant au moins 10 ans après la fondation du crime. Donc, on visait les applications téléphoniques et on avait deux produits. Un produit qui s'appelait Liaison, qui était un réceptionniste automatisé, et on avait un produit qui s'appelait Sofdialogue, qui était vraiment l'engin de reconnaissance vocale, donc l'emballage de la technologie qui avait été développée au crime. Un petit mot, si vous regardez le logo à gauche de Locus Dialogue, c'est un petit locus qui est couché sur le côté en miroir, qui donne une petite tête de, je ne sais pas moi, de statue aztèque ou quelque chose comme ça. C'est Claude Robinson qui avait fait ce logo-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Claude Robinson, qui est devenu tristement, pas tristement, mais qui est devenu célèbre par la suite pour son combat contre Sinard. Voilà. Donc, c'était lui qui était notre firme de marketing à l'époque quand on a démarré l'entreprise. Donc, on ne voit pas l'écran au complet, mais les principaux jalons de Locus Dialogue, c'est là qu'on va comprendre un petit peu ce que je voulais dire par parcours à obstacles. En 1996, démarrage de Locus avec un financement de 1,8 million. C'était quand même relativement inédit à l'époque. Donc, c'est un mélange de capital de risque et de débentures convertibles.
Ça a très bien été. Les 2 premières années, on a développé des produits tels que prévu. On commençait à avoir des ventes de ces technologies-là. Ça allait très bien au point où, en 1998, on a fait un deuxième financement de 9 millions de dollars US, qui à l'époque valait 13 millions de dollars canadiens, pour grossir l'entreprise, bâtir l'équipe, aller chercher des exécutifs seniors pour nous aider à faire passer l'entreprise à la prochaine étape. En 1999, c'est là où ça s'est mis à moins bien aller. Un des exécutifs qu'on avait engagé est arrivé à la conclusion que ça fonctionnerait beaucoup mieux si c'était lui qui était le président de la compagnie. Donc, il a commencé à travailler avec le conseil d'administration pour essayer de dénigrer le reste de la direction de Locus. Le résultat de tout ça, ça a été que le conseil d'administration s'est vu face à un management qui était relativement dysfonctionnel. Il ne voulait pas se débarrasser du nouvel exécutif qu'il voyait comme quelqu'un de clé. Il ne voulait pas se débarrasser de moi qu'il voyait comme quelqu'un de clé. Donc, finalement, ils ont essayé de chercher un CEO à l'externe. En attendant, ils ont nommé un des membres du conseil d'administration pour devenir CEO par intérim. Après quelques semaines, le CEO par intérim s'est rendu compte que la meilleure chose à faire, c'était de mettre à la porte l'autre exécutif qui travaillait contre le reste du management. Lui, il s'est fait mettre aussi à la porte par le conseil d'administration parce que certains membres du conseil n'étaient pas en accord avec ça. Donc, la chicane était un peu poignée dans l'exécutif, la chicane était un peu poignée dans le conseil d'administration. Puis là, on a arrêté de gérer la business. C'est vraiment pas quelque chose qu'on veut faire au moment où on est en train de croître une business. Donc, ça n'a pas nécessairement été facile. Finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait se trouver un nouveau chef de la direction. On a commencé une recherche pour un nouveau chef de la direction qui est arrivé en 1999. Et ça a coïncidé pas tellement longtemps après ce qu'on appelait l'explosion de la bulle technologique. Donc, tous les stocks de compagnies web et ainsi de suite se sont mis à vraiment chuter sur le marché. On a eu des ouvertures de compagnies qui voulaient nous acheter. Le conseil d'administration a sauté sur l'occasion de vendre Locus et on a finalement vendu Locus en janvier 2001 à une compagnie américaine qui s'appelait Infospace. Ça, c'était 1er janvier 2001 que la signature s'est faite. Mi-février 2001, on reçoit un appel du CEO d'Infospace pour nous dire que ça ne va pas très bien, les actions n'arrêtent pas de chuter, il va fermer Locus. Donc, on parlait de, je ne sais pas si vous avez vu la croissance des employés, c'est ce qu'on voit dans le graphe en bas. On était rendu en septembre 2000 à 180 employés. Au moment de l'acquisition, on était plus autour de 160. On reçoit un appel, il dit, bon, ben on ferme Locus parce qu'on était encore déficitaire à l'époque, donc ça allait améliorer les chiffres. Fait qu'on lui dit, ouais, bon, bonne nouvelle. On lui a demandé une couple de semaines pour voir ce qu'on pourrait faire avec cette idée-là qui attend un petit peu, mais en dans 2 semaines, on était allé chercher des engagements pour un financement de 15 millions de dollars auprès d'investisseurs montréalais pour racheter Locus. Donc, on a rappelé Naveen Jain, qui était le CEO d'Infospace, puis on lui a dit, ben regarde, ça va te coûter pas mal cher fermer Locus. Tu as des severance packages, tu as un paquet de coûts qui sont entraînés par ce genre d'activité-là. Il faut canceller le bail. Il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, on va te rendre service, on va tout te racheter pour $1. Non, mais ça aurait été un bon deal, sérieusement. Mais finalement, il réfléchit à ça, puis il se dit, finalement, on ne fermera pas Locus. Fait que là, on a continué à opérer. Il a refusé de nous revendre la compagnie. Alors, en juillet 2001, par exemple, il a trouvé ce qu'il voulait faire, c'est vendre des morceaux de Locus. On a revendu la division standardiste automatisée, qui quand même générait l'essentiel des revenus, à des investisseurs montréalais qui ont racheté ça. Infospace a gardé la technologie pour continuer à l'exploiter. Mais par contre, en novembre 2001, ils ont mis à pied la moitié du personnel. Donc, on était rendu, je pense, une trentaine de personnes chez Infospace, des 160 qu'on était au départ. Et moi, j'ai quitté en novembre ou en décembre 2001 et en 2002, le reste des actifs de Locus de l'époque a été revendu à Scansoft. Donc ça, c'était pour l'histoire de Locus. Juste peut-être parler un petit peu des défis, obstacles et erreurs. Il y avait quand même une certaine portion d'inexpérience et d'inefficacité et de naïveté, je pense, dans l'équipe de fondateurs initiale.
Ce qui nous a vraiment nui, parce qu'on était tous des néophytes en tant que gestionnaire et dirigeant d'entreprise, c'est qu'on n'avait pas de mentor. Et aussi, je dois dire que les investisseurs qui faisaient partie du conseil d'administration, c'était une première génération de capital de risque à l'époque. Ça démarrait le capital de risque au Québec. Et la plupart des gens qui géraient ces fonds de capitaux de risque-là, c'était souvent des gens qui sortaient de l'école, qui n'avaient pas d'expérience d'entrepreneur ou quoi que ce soit. Donc, ils n'apportaient pas beaucoup de valeur en termes de développement des affaires, des visions d'entreprise ou quoi que ce soit. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Et évidemment, bon, on a parlé des conflits d'équipe de direction. Et peut-être, en fait, une des erreurs personnelles que j'ai, c'est au niveau de la gestion du conseil d'administration. Quand on a des investisseurs institutionnels, quand ça va bien, on n'a pas nécessairement... on ne sent pas nécessairement le besoin d'établir une relation continue avec les gens du conseil d'administration. Par contre, si on ne l'a pas fait au moment où ça se met à aller moins bien, à ce moment-là, ça devient difficile parce qu'on n'a pas bâti les liens, on ne les a pas rendus partie prenante des décisions qu'on prend. Et ça a été très problématique pour nous. Et aussi, il faut dire qu'on faisait face à des concurrents qui avaient 10 fois les moyens qu'on avait. Oui, on a levé l'équivalent de 15 millions de dollars, mais nos concurrents, c'était 10 fois ça qu'ils avaient levé auprès d'investisseurs en capital de risque américains. Ce qui est différent aujourd'hui en termes de démarrage d'entreprise, c'est qu'il y a vraiment, là, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais il y a une culture entrepreneuriale qui est extrêmement vibrante à Montréal. Il y a un écosystème qui existe qui est vraiment incroyable. C'est bouillonnant. On a des événements de Startup Camp, toutes sortes d'événements d'entrepreneurs qui font en sorte qu'il y a une culture qui s'est mise en place. Il y a une infrastructure d'incubation d'entreprise avec des choses comme un Nutman House, par exemple. Et il y a une structure de mentorat qui est très forte. Là, on a une génération de gens qui ont été des entrepreneurs et qui sont maintenant rendus des investisseurs et qui participent au financement de ces startups-là. Donc, c'est très, très différent. Et quelque chose qui est différent aussi, c'est le cloud. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de partir une entreprise aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin de se monter nécessairement une infrastructure informatique très lourde. On peut tout faire dans le cloud. Donc, parler rapidement de NUECO. Ça fait depuis 2002 qu'on existe. On n'a pas d'investisseurs externes. C'est pas une réaction à ce qui s'est passé chez Locus, là, mais on est quand même bien content. C'est rien à dire contre le capital de risque. Je pense que le capital de risque est vraiment fondamental. Il y a beaucoup de projets qu'on ne pourrait pas faire sans capital de risque. C'est juste que dans notre projet à nous, la croissance a été essentiellement organique et on n'a jamais vraiment eu besoin d'aller chercher des capitaux externes pour croître la business. Évidemment, on est rendu à 35 employés, on n'est pas à 180 comme on était chez Locus. On a 30 % de croissance annuelle depuis 4 ans et un taux de rétention de personnel de plus de 95 %. Je regarde dans les 2 dernières années, je pense qu'il y a une personne qui est partie et on a dû la laisser aller. Donc, il faut croire qu'on doit faire quelque chose de bien quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, on fait du conseil en centre de contact, donc ce qui implique aussi tout ce qui est réponse vocale interactive, donc toutes les applications téléphoniques de reconnaissance vocale, on en fait encore, mais la reconnaissance vocale aujourd'hui, c'est à peu près 20 à 25 % de notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est vraiment du centre de contact. On a une solution de test de performance automatisée qu'on utilise partout en Amérique du Nord. Et en technologie vocale, l'essentiel de nos clients sont aux États-Unis. On fait peu de projets de reconnaissance vocale au Canada. C'est surtout pour des clients américains. Et bon, nos clients, c'est principalement des très grandes entreprises. C'est des institutions financières, c'est des utilities, je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, des entreprises ou des gouvernements qui font face avec le public et qui ont des grands centres d'appel. Donc, on parle de centres d'appel avec des milliers d'agents souvent et qui ont les moyens d'investir dans le genre de solutions qu'on développe, principalement au niveau de la reconnaissance vocale. Donc, peut-être le mot de la fin. J'ai toujours pensé que je n'étais pas un entrepreneur. J'en suis à ma 2e entreprise. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut... Puis en fait, je dois dire aussi que quand on a déjà fondé une entreprise, en général, on est catégorisé comme un entrepreneur. Hein. Les gens, entre mes 2 entreprises, je me disais, peut-être que je pourrais me trouver un job à quelque part, mais les gens me disaient, non, toi, tu ne vas pas travailler pour quelqu'un d'autre, tu es un entrepreneur. Fait que je me suis dit, bon, OK, il faut que je parte à une autre entreprise. J'ai comme pas le choix, là, personne ne va m'engager. Mais
ça pour dire que l'entrepreneurship, ça s'apprend. Souvent, ça prend des modèles. Souvent, ça prend des mentors, une infrastructure, mais ce n'est pas quelque chose, d'après moi, qui est dans les gènes. C'est quelque chose qui s'apprend. Au niveau de la reconnaissance vocale, on a toujours des visions. Hein, au début, quand on voyait qu'est-ce que la reconnaissance vocale allait nous permettre de faire, communiquer avec, comme le Dr Spock qui parle à son PC ou la dictée vocale. Finalement, la reconnaissance vocale n'est pas nécessairement utilisée aux endroits où on pensait qu'elle le serait. Maintenant, on le voit beaucoup avec Siri, Google sur les téléphones intelligents. On le voit dans les applications de transcription automatisée. On ne le voit pas autant au niveau des applications vocales que ce qu'on aurait voulu. C'est vraiment pas là où ça a décollé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de plus en plus, en fait, c'est une technologie que les gens utilisent presque tous les jours. Et c'est ça, c'est une autre conclusion, c'est que le marché, il change constamment. Et l'important, c'est d'être capable de s'adapter. Donc, pour être capable de s'adapter, souvent, c'est l'équipe, beaucoup plus que les technologies avec lesquelles on travaille qui fait la différence.